Et c'est également l'organisation depuis quelques années maintenant du Printemps des planétariums. Donc, Printemps des planétariums, c'est une manifestation à la base pilotée, coordonnée par l'APLF, donc l'Association des planétariums de langue française. Malheureusement, depuis quelques années maintenant, chaque planétarium se la joue solo. Nous, à l'MC Bulder, on a continué cette manifestation habituellement en accueillant du public dans nos planétariums et en proposant des conférences, des soirées d'observation. Cette année, comme vous vous en doutez un petit peu, les conférences en présentiel et surtout les séances planétarium sont strictement interdites. En tout cas en brassant du public. Donc du coup, on a préparé avec les gens du club Astro de la MJC, on vous a préparé une édition un peu spéciale avec pas mal de conférences. Donc nous avons déjà eu une conférence lundi dernier, il y en a eu 3 samedi, il y en a une ce soir, une demain soir et une mercredi soir pour clôturer. Donc voilà, on aura eu un cycle de pas mal de conférences très intéressantes et très variées les unes des autres. On a fait le choix de ne pas choisir une thématique précise pour l'ensemble de la manifestation. On a plutôt laissé libre cours aux différents intervenants. Donc ce soir, nous accueillons Germain, qui est donc membre du club Astro depuis quelques années à la MJC maintenant et qui est un bénévole du coup pour cette soirée et puis un amateur astronomique, un passionné en tout cas. Donc, comme je disais en introduction, je vous invite à couper votre micro et la caméra, vous en faites ce que vous voulez. Et si vous avez des questions à poser, Germain, ça se passe comment? Est-ce que tu veux que les gens posent les questions à la fin, qu'ils les posent que par écrit, ou alors ils peuvent prendre la parole en t'interrompant poliment? Non, j'ai pas de préférence particulière. Si les gens veulent m'interrompre, ils ont le droit de m'interrompre, hein, bien D'accord, donc sûr. n'hésitez pas à réactiver votre micro quand vous avez une question à poser. Et puis, on C'est est mieux, parti. c'est mieux à l'oral, les questions. S'il y en a qui se sentent plus de le faire à l'oral, je préfère, parce qu'à l'écrit, le chat, je l'ai pas sous les yeux, donc Alors, moi, je les reprendrai si tu veux, les questions. Donc, voilà, si vous mettez les questions à l'écrit, d'accord. vous inquiétez pas, elles seront traitées quand même. Je les resynthétiserai parce qu'il y a plusieurs fois sur les dernières conférences, il y a eu plusieurs fois les mêmes questions. Donc, voilà, je ferai une petite synthèse des questions et puis on verra ça par la suite. Eh bien, allez, écoute, je te laisse la parole, Germain. Ok, bon bah merci Aurélien. Donc oui, donc Germain Garot. Donc moi je suis un membre du Club Astro depuis assez longtemps. Et donc cette conférence, elle est un peu vieille maintenant. Je l'ai faite il y a environ 3 ans, je crois. Je l'avais faite au moment où il y avait eu toute cette vague de Trump qui était arrivée avec toutes ces fake news qui commençaient, le mot fake news qui commençait à émerger un peu. Et donc du coup, c'est là que j'avais eu l'idée de faire une petite conférence sur comment est-ce qu'on pouvait reconnaître les fausses images, ou en tout cas les fakes, en astro. Parce que ça, c'est un vrai problème. Si on peut faire une petite introduction là, c'est un vrai problème qui vient avec les grandes performances de détecteurs qu'on a. On est de plus en plus performants pour observer le ciel. Les astrophysiciens, tous les gens qui font de la recherche dans l'astrophysique sont de plus en plus performants pour simuler les phénomènes qui s'y passent. Et donc, du coup, ça fait que c'est de plus en plus difficile de faire la différence entre ce qui est une image réelle, qui a été prise par des astronomes avec des vrais instruments, et ce qui est une simulation, un fake ou quelque chose qui n'a aucune réalité. Là, par exemple, vous voyez sur la slide qui est sur votre écran, on a deux images de galaxies. Bon, bah, laquelle est réelle, laquelle est une image réelle et laquelle est un fake et quel genre de fake ça peut être. Donc ça, c'est des choses qu'on va essayer de répondre dans cette présentation. Voilà. Donc dans un premier temps, alors moi, le premier fake que j'ai eu quand j'étais petit, alors ça devait être quand j'avais 10, 11, 12 ans, je m'étais inscrit sur Skype et bon, bah, comme tout le monde, il faut chercher une image de profil. Et donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tapé sur mon Google Voie lactée. Et donc très rapidement, même encore, j'ai fait le test cet après-midi, très rapidement, quand vous tapez Voie lactée sur votre barre de recherche en images, vous allez tomber sur souvent cette image-ci. Et donc du coup, la question c'est, est-ce que c'est une image de la Voie lactée, comme moi j'avais pensé quand j'étais petit? Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est assez clairement une image réelle. On voit qu'il y a un certain nombre de détails, on a beaucoup d'étoiles qui sont affichées. Donc on se dit, bon, bah voilà, en plus c'est de bonne qualité. On se dit, bon, bah, ça a l'air d'être une image réelle. Et puis si c'est dit que c'est la Voie lactée, bon, c'est que c'est forcément la Voie lactée. Sauf que
si on regarde plus précisément, en fait, il ne s'agit pas de la Voie lactée. Il s'agit en fait de la galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche de notre galaxie, la Voie lactée. Elle est à, que je me souvienne, elle est à 2,55 millions d'années-lumière de nous, ce qui est assez énorme, mais c'est quand même la galaxie la plus proche. Et donc, ça, c'est le premier genre de fake qu'on peut rencontrer quand on cherche un peu sur Internet. On va chercher un objet et au final, on va tomber sur des images qui prétendent représenter cet objet, mais qui en fait ne sont pas l'objet que l'on cherchait. Et donc là, par exemple, si on voulait se rendre compte qu'il ne s'agissait pas de la Voie lactée, on pouvait, on pouvait chercher pour savoir d'où cette image vient et qu'est-ce qu'elle représentait à l'origine, mais on peut aussi se poser des questions. Est-ce que c'est possible d'avoir une image de la Voie lactée telle que l'image qu'on voit ici? Je vais remettre l'image qui était avant. Est-ce qu'on pourrait avoir une image de la Voie lactée vue de l'extérieur? Mais on se rend compte que finalement, ce n'est pas possible, tout simplement parce que nous vivons, nous, la Terre, le Soleil, le système solaire et toutes les étoiles qui sont les plus proches de nous sont des objets qui sont à l'intérieur de la Voie lactée. Et donc, si on voulait prendre la Voie lactée vue de l'extérieur, il faudrait sortir de la Voie lactée pour pouvoir prendre une image comme on a une image d'Andromède. S'il y a des gens qui veulent faire l'expérience, vous pouvez faire l'expérience dès ce soir ou demain si vous voulez. Vous allez essayer de prendre une photo de votre maison ou de votre appartement vue de l'extérieur en restant à l'intérieur. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile comme expérience à réaliser et que pour faire ça, il faudrait mettre en place des systèmes très compliqués qui ne sont pas du tout possibles dans la réalité. Donc ça, c'est le premier type de fake que l'on peut rencontrer. Donc il s'agit bien de la galaxie d'Andromède. Donc là, c'est une image qui est réelle. C'est vraiment une image réelle d'Andromède qui a été prise par Hubble, mais ce n'est pas la Voie lactée. Voici une image de la Voie lactée vue de l'extérieur. Donc comme je l'ai dit avant, cette image n'est pas vraie. C'est une fausse image, ou plutôt c'est une simulation qui a été faite par des chercheurs et qui nous montre à quel genre d'image on pourrait avoir si on sortait de la Voie lactée et qu'on prenait une photographie. Alors j'ai choisi cette image vu qu'on peut voir où est la position du Soleil. Donc nous, on est ici. Notre Soleil et toutes les planètes dont la Terre qui orbite autour du Soleil sont à peu près ici. Et toutes les étoiles que l'on voit dans le ciel, j'en profite pour faire un petit cours d'astronomie, mais toutes les étoiles que l'on voit sont des étoiles qui sont proches de la zone qui font partie de la zone autour du Soleil. Et donc, si on voulait avoir une vraie image, alors ouais, déjà, cette image est fausse, mais elle est réaliste. Ça, c'est important de le souligner, étant donné que c'est une simulation qui a été faite par des chercheurs. Ce n'est pas parce que quelque chose est faux que ce n'est pas une photographie. Ce n'est pas parce que c'est une simulation que c'est forcément quelque chose qui est faux, qui n'a pas d'intérêt. On voit qu'ici, ça a beaucoup d'intérêt de pouvoir voir un peu à quoi ressemble la Voie lactée. On se demande tous à quoi est-ce que ça ressemble la Voie lactée si on la voit de l'extérieur, combien de spirales est-ce qu'on peut voir, quelle forme ça a au final. Après, il est possible que des gens soient intéressés pour avoir une vraie image de la Voie lactée. On peut avoir des gens qui vont se dire, mais ça, c'est pas une image qui m'intéresse, c'est une simulation, mais moi, ce que je veux, c'est voir à quoi ressemble la Voie lactée vraiment. Et donc, pour ça, et malheureusement, dans le cas de la Voie lactée, il n'y a qu'une seule solution, c'est de regarder dans le ciel de notre point de vue. Et alors, on va avoir un résultat qui ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire une sorte de traînée lumineuse dans le ciel qui n'est visible que dans les jours où on a un très très beau ciel et donc on va pouvoir voir cet objet qui n'est pas si brillant que ça au final. Et donc c'est un spectacle qui est très impressionnant, qui est très intéressant à voir et je vous invite surtout en été à essayer d'observer. C'est vraiment quelque chose de très sympathique à observer. Donc là, voilà un peu l'exemple qu'on voit à partir de notre point de vue. On a cette espèce de traînée. Un traînée un peu laiteuse, hein. C'est de là que vient le nom de la Voie lactée, c'est que ça forme une genre de traînée un peu laiteuse dans le ciel. Et donc, du coup, on n'aura jamais mieux que ça. Cette image est vraie, mais on voit qu'elle est très limitée. Si on regarde dans le ciel, on a du coup ce genre d'image, mais à partir de ça, on ne va pas vraiment avoir la forme de la Voie lactée, on ne va pas pouvoir en déduire grand-chose. Donc, c'est pour ça que les chercheurs, ceux qui travaillent dans l'astronomie, dans l'astrophysique, ce genre d'image, ça ne les intéresse pas beaucoup.
ce qui va les intéresser, c'est plus la simulation qu'on voit ici. Donc, on voit bien que, en fonction des images qu'on va voir, on va avoir des images qui sont vraies et des images qui vont être fausses, des simulations, mais tout dépend de ce qu'on cherche nous. Si on est juste un astronome amateur, bon, bah, ce qui va nous intéresser, c'est sans doute plus la Voie lactée qu'on va voir dans le ciel. Et si on est un chercheur, quelqu'un qui va s'intéresser à comment fonctionnent les galaxies, eh bien, c'est plus la simulation qui va nous intéresser. Alors maintenant, on va s'attaquer à un autre problème. Et alors là, c'est un problème bien plus épineux, c'est les exoplanètes. Alors les exoplanètes, en ce moment, on en entend beaucoup parler parce que là, on est dans une grande vague de détection des exoplanètes. On a plein de nouveaux instruments qui sont en train d'arriver. On est en train de développer plein de nouvelles techniques pour pouvoir en avoir. Et donc, du coup, on a beaucoup d'images qui circulent et notamment, ça commence à arriver aussi dans la presse un peu mainstream, on dit. Et donc là, par exemple, vous voyez une photographie, une image de l'exoplanète qui s'appelle Kepler 186f. C'est un nom un peu technique, c'est pour dire que c'est une… Généralement, on appelle ça une planète qui orbite autour de Kepler. Kepler, c'est un système qui est très connu, et donc on dit, voilà, c'est la planète F qui orbite autour de Kepler. Et donc ça, voilà, l'article qui parlait de ça parlait des exoplanètes et nous montrait cette photo en nous parlant de Kepler 186f. Donc ça vient de France Info, qui n'est pas un organe de presse qu'on pourrait soupçonner d'être malveillant, quoi. Voilà, on se dit, bon, ça vient de France Info, c'est quand même des gens plutôt sérieux, donc c'est que voilà, cette image doit venir de l'exoplanète Kepler 186f. Et encore, et en plus, on a un autre exemple. Donc ça, c'est l'image de gauche. Et si on regarde l'image de droite, on a une photo d'une exoplanète. Et là, ça nous vient même de la NASA. C'est-à-dire, ça vient du site officiel de la NASA. Bon, voilà, et j'ai envie de dire, aucune raison de douter. La NASA, ça reste quand même un organe très sérieux et tout. Bon, bah, c'est que c'est forcément une photo d'une exoplanète. Ça peut être pris au sérieux. Bon, évidemment, vous vous en doutez, si c'est dans cette diapo, c'est que c'est faux. Ces deux images ne sont pas réelles et pour cela, on peut s'en convaincre assez facilement. Si on regarde par exemple sur Stellarium et qu'on regarde le système de Kepler 186, eh ben, on est sur un système qui est même pas répertorié. On est sur quelque chose, il voit à peu près où c'est, mais on voit que c'est une zone qui est complètement vide. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce système. Et donc, c'est le problème, c'est que quand les chercheurs ils regardent, quand les astronomes vont regarder dans le ciel pour les exoplanètes, on se rend compte que les exoplanètes, c'est des objets qui sont très petits et qui sont très éloignés. Par exemple, le système Kepler, il est à 500 années-lumière de nous. Alors 500 années, quand on commence à parler d'années-lumière, c'est difficile de se représenter des distances comme ça, mais il faut savoir que dans le domaine des exoplanètes, 500 années-lumière, c'est énorme. C'est assez énorme comme distance. Et donc, du coup, si on cherche à détecter des planètes qui orbitent autour de l'étoile qui a 500 années-lumière, on est sur des choses qui sont très, 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 très petites. On essaye de regarder des choses très petites. Et donc, déjà, on a déjà beaucoup de mal à les détecter. Alors, en plus, pour avoir des belles images en haute définition sur le site de la NASA et tout, on se rend compte que ça va quand même être très compliqué. Alors, je n'insiste pas là-dessus, mais vous vous rendez compte que cette petite représentation-là, elle est fausse également. Ce n'est pas une représentation réelle de comment fonctionne le système Kepler 186, c'est ce qu'on appelle un schéma. Donc les schémas, c'est des choses aussi qui peuvent circuler, mais là, généralement, ça pose moins de problèmes, les schémas. On sait tout de suite que c'est quelque chose qui n'est pas une représentation réaliste. Un schéma, c'est souvent utilisé pour bien se représenter comment les choses fonctionnent schématiquement, en gros. Et donc, du coup, on ne va pas chercher à prendre ça très au sérieux. Et donc, du coup, tout ça pour dire que ces deux images, on l'a bien vu, pour une distance de 500 années-lumière, c'est impossible d'avoir des photographies aussi précises de deux exoplanètes. Et donc, on peut qualifier ces deux photos de fake. C'est-à-dire, non pas que les gens qui les ont publiées, c'est-à-dire non pas que la NASA
et France Info qui ont publié ces 2 photos, ça ne veut pas dire qu'ils avaient des mauvaises intentions, mais par contre, il faut faire attention, ces photos peuvent être reprises et utilisées de manière mal intentionnée ou en tout cas pour vouloir dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, par exemple, on peut retrouver ça, c'est l'image de droite, on peut la retrouver pour dire qu'il s'agit de Vénus ou de Mercure ou de je ne sais quelle autre planète. Et donc ça peut nous poser le même problème que ce qu'on avait eu avec Andromède au début, c'est-à-dire qu'on va tomber sur une photo qui prétend dire que c'est quelque chose alors qu'en fait ça ne l'est pas du tout. Donc maintenant, autre question, cette photo. Bon, on se rend compte que c'est aussi une photo en haute définition, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse, plus précisément la nébuleuse d'Orion ici. Donc, est-ce que cette image est vraie ou fausse? Bon, je vous l'ai dit, c'est la nébuleuse d'Orion, donc ça veut dire que cette image est vraie, mais il y a un loup. Il y a un loup dans cette image, c'est qu'elle est vraie, elle nous vient d'Hubble, mais ce ne sont pas les couleurs naturelles de la nébuleuse d'Orion. C'est une image qui a été recolorée, ou en tout cas, elle a été détectée d'une certaine manière précise. On l'a observée avec des télescopes d'une certaine manière très précise pour pouvoir rajouter des couleurs qui ne sont pas là dans la réalité. Dans la réalité, on n'a pas une nébuleuse avec autant de couleurs qui ressortent, ça ne marche pas comme ça du tout. Si on observe réellement la nébuleuse d'Orion avec un télescope, on va plutôt avoir l'image de droite. L'image de gauche étant une image qui est recoloriée avec des filtres. Et donc du coup, cette image à droite est une image vraie. Donc c'est plutôt à ça qu'il faut s'attendre. Pour tous ceux qui veulent commencer à faire de l'astronomie, qui n'en ont pas encore fait, il faut faire très attention aux images de la NASA et aux images des grands organismes comme l'ESO qui nous vendent des super photos avec plein de couleurs, avec une très haute définition, alors que dans la réalité, faire de l'astronomie, c'est-à-dire regarder tout simplement avec un télescope, une lunette, un objet, eh ben, ça va être souvent des objets en noir et blanc. Là, on a une image avec une très bonne précision parce que la nébuleuse d'Orion, c'est un objet qu'on peut même voir à l'œil nu. C'est une nébuleuse qu'on peut voir à l'œil nu dans la constellation d'Orion, donc c'est un des objets les plus faciles, on va dire, à photographier. Mais souvent, des objets réels qu'on va chercher à voir avec un télescope, ça va être aussi des choses beaucoup plus floues. Alors, j'ai dit que là, on voit que l'image de la nébuleuse d'Orion à droite, la vraie image, elle est en noir et blanc. En vrai, si on a des très bons instruments, qu'on commence à avoir des bonnes détections, on va voir que ça commence à aller vers le vert. C'est-à-dire que le noir et blanc, il va commencer à tourner vers le vert, mais alors là, le problème ne vient pas de l'instrument, il vient de notre œil. C'est qu'en fait, notre œil est plus sensible au vert qu'aux autres couleurs. C'est la couleur auquel on est le plus sensible. Et donc, quand on va chercher quand on va regarder un objet dans un télescope, la première couleur qu'on va voir, et souvent la seule couleur qu'on va un peu voir, c'est le vert. Mais du coup, ça ne veut pas dire que l'objet qu'on regarde est vert, ou ça ne veut pas dire qu'il émet de la lumière seulement dans le vert. Ça veut dire que c'est nous qui détectons seulement dans la gamme du vert. Alors, pour finir, donc c'est une petite présentation, hein, ça ne va pas durer très longtemps, mais pour finir, s'il y en a qui veulent, ils peuvent essayer de participer. On va faire un petit quiz pour essayer de savoir lesquelles de ces images sont des images réelles et lesquelles sont des genres de fake. Alors d'habitude, c'est une conférence qui est vachement... je communique beaucoup avec le public. Là, ça va être un peu difficile, donc je me demande si on ne peut pas fonctionner par petit emoji. Mais sinon, si tu veux, on peut demander aux gens de réactiver le micro et puis on parle tous en même temps. Eh bien, ce serait encore mieux. Eh bien, Ce serait allez. encore mieux si les gens veulent réactiver leur micro et puis on peut essayer de voir. On peut essayer de voir. Donc, par exemple, si on part sur la première photographie qu'on a ici, à votre avis, est-ce que c'est une image qui est réelle? Est-ce que c'est vraiment une photo qui a été prise d'un objet réel? Ou alors, est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est une simulation? Est-ce que c'est, je ne sais quoi, moi, une C'est réel, simulation réel, moi je dirais. Non, moi je réelle? dirais fake. Ah ah, c'est intéressant. Qui est-ce qui a dit fake? C'est moi. C'est Nicolas. Nicolas. Ok. Moi, je dirais que c'est pas dans le visible. Hmm.
Est-ce qu'on a une autre hypothèse? Moi, je dirais que c'est vrai. Bon, bah, je vais mettre fin au suspense. Effectivement, c'est une image vraie. C'est une image d'une éclipse du Soleil. C'est une photographie de l'éclipse du Soleil qui a eu lieu aux États-Unis en 2017. Et donc, il s'agit de la couronne solaire, la couronne stellaire. Non, je pense que c'est couronne solaire. C'est la couronne solaire qu'on voit quand le Soleil est bloqué par la Lune. Et donc, on va voir toutes ces belles protubérances, tous les rayons du Soleil qui commencent à... les protubérances qui vont commencer à s'éloigner du Soleil. Donc, c'est une image qui est vraie, une photographie vraie. Elle n'est pas recolorée du tout. Et elle n'est pas non plus... je pense qu'elle est dans le visible aussi. Je ne pense pas qu'elle est dans une autre gamme de fréquences. Pour la deuxième photographie, eh bien, la même chose. À votre avis, est-ce que la deuxième photographie qu'on a est réelle? Est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est une simulation? Est-ce que c'est quelque chose... Une image d'artiste. Ah, ouais. Alors, Je dirais la même chose. d'artiste. Moi, je parie Moi sur aussi, une la image de même Hubble. chose. La même Ah, chose. on a Guillaume qui dit que c'est Hubble. Je parie dessus. Hubble. Après, elle est peut-être tricky parce que les images de Hubble sont rarement diffusées telles quelles, comme elles sont grand public, donc elles sont peut-être retrafiquées avant d'être diffusées au public quand même. Probablement. Alors, c'est vrai Fake. qu'on pourrait penser que c'est une image réelle. Mais il y a un truc qui devrait nous embêter un peu, c'est le fait qu'il y ait si peu d'étoiles quand même. Si vous vous souvenez, par rapport à la photo d'Andromède qu'on avait vue avant, on avait plein d'étoiles partout, alors que là, au contraire, on en a très peu. Ça peut être un des indices qui nous montre qu'en effet, c'est une fausse image. Alors, je pense les gens qui pensaient que c'était une photo d'artiste sont les plus proches. En fait, il s'agit d'une simulation qui a été faite par 2 astronomes de l'Institut Max Planck. Donc, c'est une simulation du cœur de la Voie lactée. Je vais la remontrer pour que vous voyez. Donc là, voilà, c'est une simulation qui a été faite par 2 chercheurs sur le cœur de la Voie lactée. Donc, ce n'est pas vraiment des artistes, c'est plutôt des chercheurs qui ont fait une simulation de à quoi ça pouvait ressembler si on arrivait à prendre une photo, peut-être. Donc, c'était une fausse image. Alors maintenant, la troisième. Elle est peut-être plus simple, celle-ci. C'est une simulation faite par c'est pas Jean-Pierre Lumineux ou comment il s'appelle déjà? Jean-Pierre Ah Luminet. ouais. Jean-Pierre Jean-Pierre, Luminet. Ouais. On a déjà la solution trop fort. il a fait ça point par point. Ouais, c'est une simulation qui était. Alors, c'est une gravure qui a été faite par Jean-Pierre Luminet en 1987 et qui effectivement était le résultat d'une simulation de comment se comportait un trou noir. Donc ça représente un trou noir et son comportement, le comportement de l'univers de l'espace-temps autour du trou noir. À quoi ressemblaient concrètement les phénomènes qu'on pouvait voir. Et donc ça, c'est une gravure que je trouve très intéressante. Donc c'est une fausse image, évidemment, ce n'est pas une vraie image, mais ça reste très intéressant parce que pour ceux qui ont vu le film Interstellar, globalement, on retrouve la structure du trou noir qui est décrite dans Interstellar. Et surtout aussi, on peut retrouver la structure qui avait été prédite par des gens comme Jean-Pierre Luminet a été retrouvée pour la photo, je ne l'ai pas incluse ici, mais la photo qui, elle, est réelle du trou noir qu'on a eu en 2019, je crois, elle redécrivait exactement la même structure. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Alors maintenant, l'image numéro 4. Est-ce que, alors, c'est faux, fake, réel? Ça, c'est du Hubble, ça. Il y en a forcément une de Hubble dans le tableau. Une recolorisée? Ouais, recolorisée, probablement. Recolorisée. Moi, je dirais même, Recolorisé. Ou superposition Moi, je de dirais plusieurs une- images prises dans différentes. moi, je dirais une image d'artiste même. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à une image d'artiste. C'est pour ça que je l'ai mise, parce que c'était évidemment un piège. Et en fait, non, c'est une vraie image. Alors, elle a été recolorisée, effectivement. Hubble, c'est le spécialiste pour obtenir ce genre d'image. Donc, il s'agit de la nébuleuse de la Bulle, qui a été prise par Hubble et donc qui a été recolorisée. Alors, c'est une vraie image, mais il faut prendre en compte que ce ne sont pas les vraies couleurs de la nébuleuse. Et donc, pour la dernière... Ouais, juste. C'est vrai. Vraie image. Si vous voulez intervenir, peut-être? Ouais, sur les vraies images, très souvent, enfin en tout cas les images de Hubble,
On voit très souvent les aigrettes du télescope qui apparaissent sur les petites étoiles. Et souvent, les Ouais. artistes ne font pas ça. Donc, Tu parles de la croix qu'on voit ici un ouais, peu? la croix là, ou un peu en dessous, il y en a une plus petite aussi. Ouais, exactement. Alors ça, c'est un très bon point que je n'avais pas pensé à mentionner. Mais les effectivement, artistes peuvent les dessiner aussi, hein, je crois. les artistes peuvent les dessiner. Oui, évidemment, parce que les artistes, c'est pas parce qu'ils font un truc, c'est pas parce qu'ils font une image, c'est pas parce qu'ils réalisent une image qu'ils vont pas essayer d'être le plus réaliste possible. Donc effectivement, ils peuvent essayer de recréer ça. Pour expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, cette espèce de petite croix qu'on voit ici au niveau de l'étoile, en fait, c'est un phénomène qui vient de la détection par le télescope. En fait, le télescope, il a ce qu'on appelle une araignée, c'est-à-dire qu'il a 4 branches qui suspendent un miroir qui est devant. Et donc, quand la lumière vient, elle va forcément passer par ces 4 petites, par l'ouverture avec les quatre branches de l'araignée. Et donc ça, quand on va reconstituer l'image, c'est quelque chose qu'on va toujours retrouver. C'est difficile de s'en débarrasser. C'est toujours quelque chose qu'on va retrouver. Et donc, ça peut être un indice pour estimer si une image est réelle ou non. Si vous voyez une image où cette petite croix n'est pas présente pour les étoiles qu'on voit dans l'image, alors c'est que c'est sans doute une fausse. Donc ça, c'est vrai, ça c'est un très bon point à souligner. Et donc, si on considère le dernier point, normalement, la réponse pour la cinquième est évidente. Vraie image. Vrai. Eh oui, ben oui. C'était effectivement une vraie image. On peut voir ici, on retrouve la petite croix qui est typiquement le résultat d'une observation avec un instrument. Et est-ce que c'est une Hubble, celle-là? C'est une image de Hubble. Donc là, celle-ci, elle est assez particulière, si je me souviens bien. Donc, ça représente un amas de galaxies qui date de 600 à 900 millions d'années après l'apparition du Big Bang. Donc, ce sont les galaxies, l'une des galaxies, un des amas de galaxies les plus lointains qu'on pourra jamais observer. Et donc, si je crois, la petite histoire, il me semble, c'est que on avait demandé à Hubble, qui est donc un télescope spatial, on avait demandé à Hubble de regarder le coin le plus sombre de l'univers qu'on connaissait, c'est-à-dire le coin où on voyait le moins d'objets possible, et on lui a demandé de regarder par là et de faire une image. Et en fait, il a sorti cette image-ci. C'est-à-dire que même le coin le plus sombre de notre univers par rapport à nous, par rapport à notre point de vue, même le point dans le ciel où il y a le moins d'objets, on voit qu'il est quand même foisonnant d'objets. On a énormément de galaxies. Tous ces points que vous voyez là sont des galaxies comme notre Voie lactée. Et donc, ça montre à quel point notre univers est riche. Et là, on est sur des galaxies. Étant donné que la vitesse de la lumière n'est pas infinie, plus les objets sont éloignés et plus ils sont vieux. Et donc là, on est sur des galaxies qui sont extrêmement vieilles, qui datent de seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Et donc, du coup, ce sont des galaxies qui sont très, très vieilles. Et donc, une image vraie, effectivement. Ton coup, c'est le Hubble Deep Field. Il y a beaucoup de lentilles gravitationnelles sur cette image. Donc pour une image prise dans une zone au hasard, c'est un peu surprenant. Ce serait pas du Hubble? Si, du Hubble. Mais est-ce que c'est vraiment le Deep Field de Hubble quand il a pris une zone au pif dans le ciel, ou est-ce que c'est vraiment une zone qu'il a choisie parce qu'il y avait des lentilles gravitationnelles? Tu sais d'où elle vient cette image? Il y a la source. Ça vient de la NASA. Ouais, je serais curieux d'aller voir effectivement Il faudrait voir si. Avec les lentilles gravitationnelles dessus, ça me surprendrait que ce soit le Deep Field, mais je l'ai plus. Enfin, moi, j'ai pas les détails sur l'image, malheureusement. Mais oui. Okay. Donc, juste vite fait pour conclure. Si vous voulez, donc là, on peut conclure sur cette image de la galaxie du tournesol, qui est donc une image vraie, mais qui a été recolorée. Maintenant, vous le savez. Et donc, du coup, l'important, quand on commence à regarder dans les images, les photographies d'astro, etc., dans un premier temps, on peut regarder les sources des images. Donc, je vous les ai toutes mises normalement. Toutes les sources de mes images sont là. Donc, ça permet de voir qui a pris les photographies, qu'est-ce que ça représente. Et aussi, le plus important, c'est d'avoir un esprit critique. Parce que des fois, si on ne réfléchit pas un peu, on n'aura aucun moyen de savoir si une image est vraie ou non. Par exemple, pour les exoplanètes, on n'a pas de moyen directement de savoir si c'est une vraie image ou une fausse. Il faut réfléchir un peu.
et se demander, est-ce qu'on peut vraiment détecter une exoplanète? Est-ce qu'on peut vraiment prendre une photo d'une exoplanète comme ça? Tout ça, c'est des raisonnements qu'il faut essayer d'avoir. Et donc, du coup, on peut dire que ça vient du fait de développer son esprit critique vis-à-vis des images en astro. Voilà, donc je vais conclure là-dessus. S'il y a des questions, je peux y répondre. Moi, je ferai une remarque, peut-être que pour savoir ce que tout le monde en pense, mais quand on regarde des émissions sur l'univers ou sur l'astronomie sur Arte, on n'a que des images d'artistes et moi, ça me fatigue personnellement. C'est vrai. On n'a pas de vraies images de Hubble et tout ça. Il n'y a que des fausses images. Alors, moi, je trouve ça pénible. Alors, c'est vrai. C'est pour ça que qu'en pensent les gens. C'est important déjà de dire que les images d'artistes ne sont pas forcément des images mal intentionnées. Ce pas des fake images qui cherchent à nous piéger. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine... Quand on est dans le médiatique, que ce soit pour les documentaires, pour les articles de vulgarisation, dès qu'on arrive dans la sphère un peu médiatique, on n'a que des images d'artistes, on n'a que des images qui sont finalement des fausses images. On pense que c'est réel, mais en fait, tout est faux. Mais bon. C'est ça. Et même quand on arrive à faire, quand on nous montre des simulations, par exemple, je ne sais pas si vous allez regarder des petites vidéos qui vous montrent qu'est-ce que ça fait de rentrer dans un trou noir, par exemple. Bon, bah là, on ne peut pas y échapper. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réellement filmer. Le fait de rentrer dans un trou noir, il faut forcément qu'on ait des simulations de scientifiques et qui ensuite sont retravaillées par des artistes. Mais après, il faut faire attention, images d'artistes, ce n'est pas forcément des artistes qui l'ont fait, ça peut être des scientifiques qui ont fait quelque chose de très rigoureux, des simulations très rigoureuses, et donc ça peut avoir son intérêt. En général, le dessin, ce n'est pas la simulation. La simulation n'est pas aussi riche pour représenter autant de pixels. Je pense que c'est imagé par... après une simulation, il y a une image qui est rajoutée quand même. Enfin, qui est faite, oui, c'est possible. Qui est fabriquée. Bah, rarement, les scientifiques ont rarement le temps de faire des simulations très esthétiques et très sympathiques à regarder. Ils ont souvent autre chose à faire, il faut vraiment que ça en vaille la peine. Donc, c'est plutôt les artistes qui vont venir travailler là-dessus. Mais souvent, on peut avoir des problèmes avec des images d'artistes qui donnent une fausse impression, qui donnent des fausses impressions. Et donc là, c'est un peu plus problématique. Est-ce que parfois ce ne sont pas les agences spatiales elles-mêmes qui sont un peu fautives parce qu'ils ont envie de faire rêver, parce qu'ils cherchent aussi à obtenir des financements pour leurs recherches. Donc souvent, on a beaucoup de fantasmes, notamment sur les exoplanètes, avec beaucoup d'imagerie qui laissent penser que ce sont des planètes habitables. Et la responsabilité n'en vient pas qu'aux artistes, elle en revient aussi à l'agence elle-même qui a des besoins de communication finalement. Bien sûr, mais même en général, les images d'artistes, ça donne une image un peu fantasmée de l'astronomie, ce qui fait que c'est pour ça que je parlais de la comparaison entre ces deux images, qui fait que la plupart des gens qui pensent à l'astronomie vont plutôt penser à l'image de gauche, alors qu'en vrai, quand on fait de l'astronomie amateur, on va plutôt se retrouver avec des résultats de droite, qui sont des résultats magnifiques quand on s'y attarde un peu. Mais quand on a été habitué à voir beaucoup d'images recolorées qui viennent de télescopes comme Hubble, eh ben, on va être très déçu. On va être déçu et on va peut-être pas avoir envie de continuer. Je peux effectivement partager ma déception. La première fois que j'ai regardé dans un télescope pour voir une nébuleuse, j'avais été abreuvé de toutes ces images très colorées et c'est vrai que les nuances de gris, il faut les apprivoiser pour les savourer. C'est vrai, exactement. Exactement, mais ça m'avait fait la même chose. Et puis au fur et à mesure des séances d'astronomie, quand on prend le temps, et surtout quand on travaille, quand on passe des heures à chercher un objet, et ben à la fin, le résultat est encore meilleur. C'est encore mieux d'avoir soi-même son image de quelque chose. On a galéré pendant toute une nuit pour avoir une photo de quelque chose qui est à peu près trouble et qui a une qualité horrible, mais on va être très content de l'avoir, encore plus content que de regarder une photo sur Internet. Mais ça, c'est vrai. Donc c'est vrai, il ne faut pas jeter à la poubelle les photos d'artistes ou les simulations, mais il faudrait peut-être les utiliser avec plus de précaution, à mon avis.
Tiens, du coup, pour rebondir, je pense quelqu'un parlait des images des agences spatiales, et avec l'atterrissage de Persévérance, il y a beaucoup de simulations numériques qui sont apparues de l'atterrissage de Persévérance et de l'atterrisseur, et qui se sont mélangées du coup aux vraies images qui ont été prises par l'atterrisseur. Et la NASA, dans une interview, un gars à la NASA expliquait qu'il y avait une petite astuce pour repérer la vraie image des fausses images. C'est que dans les fausses vidéos, l'atterrisseur avait de la fumée au bout des rétrofusées, alors que dans la vraie vidéo, il n'y avait pas de fumée au bout des rétrofusées. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal comme astuce. Mais oui, effectivement. Voilà, bon, une fois qu'ils auront compris, ils enlèveront les fumées des images numériques, mais voilà, il y a plein de vidéos qui ont circulé. Et, Bah ça, c'est le genre de voilà. petites astuces quand on veut savoir si c'est une simulation ou parce que c'est vrai que on a des performances maintenant avec les ordinateurs et tous les algorithmes d'aujourd'hui, on peut faire des simulations qui sont extrêmement précises. Je sais que j'ai vu des simulations d'exoplanètes ou en tout cas de disques autour de disques de poussière qui orbitaient autour d'une étoile. On était sur des simulations qui étaient très, très, très précises, très rigoureuses. Ça devenait difficile de faire la différence avec des bonnes images qui pourraient venir de la NASA. Mais c'est vrai que c'est dans ce genre de petits détails qu'on peut voir que ce sont des simulations. Et donc, du coup, c'est ça que j'appelle développer un peu son esprit critique. C'est quand on va voir une simulation de la NASA ou des images, c'est essayer de repérer ces petits détails qui ne sont pas, qui n'ont pas forcément été pensés par les gens qui l'ont réalisé, cette simulation. Alors, je regarde le chat parce que j'avoue que je ne l'ai pas lu du tout depuis le début. Je ne sais pas s'il y a des remarques importantes qui ont été faites. S'il y a encore des C'était questions. principalement du bonjour et il y a une dernière question d'Emmanuel. Ouais. On sait si ces simulations ont été faites par la NASA ou bien par les médias eux-mêmes? À mon avis, par la NASA. Je vois mal les médias s'embêter à faire ce genre de simulation et être aussi précis sur ce genre de simulation parce que Oui. on peut parler de la fumée qui sort des réacteurs, mais bon, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de détails qui montrent que ça reste des gens qui ont travaillé sur le sujet qui ont fait ces simulations, qui savent vraiment comment ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Allez-y, c'est le moment. Si vous avez des questions ou des doutes ou même des images que vous appréciez, que vous voulez partager avec nous, si vous posez la question si c'est des vraies images ou des fakes, n'hésitez pas, c'est le moment. Germain, il les connaît toutes, les vraies images. Pas du tout. Oui, je voudrais faire une remarque. On appelle ces images des fakes. En fait, ce ne sont pas des mensonges. Ce sont des images qui sont faites pour, comment dirais-je, pour être plus pédagogiques, pour mieux montrer ce qu'on veut montrer. Les fakes, ce sont des images qui sont réellement fausses, qui sont faites pour induire en erreur. On n'est pas d'accord là-dessus? Alors, on appelle ça des fakes. Alors, j'appelle ça des fakes. Oui, À aucun moment dans ma je pense présentation, que j'ai c'est voulu indépendant. donner un aspect officiel à ce terme-là. Déjà, rien que le terme fake en France, il y a des critiques. Alors, je suis d'accord sur le fait que des fakes, il y a l'aspect derrière de vouloir tromper les gens. Mais donc, effectivement, quand j'appelle ça des fakes, c'était pour rebondir un peu sur la vague médiatique qui avait eu lieu autour des fake news à l'époque où j'avais fait la présentation. Évidemment que dans la grande majorité des cas, ces images fausses que j'ai présentées ici ne sont pas utilisées dans le but de vouloir tromper des gens. Au Mais contraire. ça peut être des images qui sont ensuite récupérées par des gens qui veulent tromper, des gens qui veulent croire à la Terre, qui veulent faire croire à la Terre plate. Ils peuvent utiliser des images d'artistes qui sont des images incohérentes. Alors ça, c'est un détournement. Ça, effectivement, c'est réellement du fake. Par ailleurs, je voudrais aussi faire remarquer pour les deux images qui sont affichées là devant nous, à partir d'une image réelle, il est assez facile pour quelqu'un qui manipule bien un logiciel de traitement d'image d'aboutir de l'une à l'autre. C'est assez facile.
Oui, oui, tout à fait. Mais alors là, on est quand on commence à modifier une image, on ne peut plus l'utiliser comme là, on devient l'auteur de l'image et donc on en prend la responsabilité. Oui, non, mais d'accord. Non, mais c'est pour dire que, bon, l'image est réelle au fond. Elle peut être, j'aime pas le mot trafiquée, elle peut être modifiée de façon à être plus pédagogique, de façon à montrer autre chose, de façon à aller plus loin dans son analyse. On n'est pas d'accord? Et Si, c'est si, pas un mais, fake, mais bien c'est un sûr. outil pédagogique. Mais j'ai jamais. Du coup, dans ma présentation, j'espère que si j'ai pas été clair là-dessus, je vais le redire. Alors, dans ma présentation, je ne jette pas à la poubelle les images d'artistes ou les images qui ont été modifiées. Voilà, oui, Pas du d'accord. tout. Les simulations, toutes ces images-là, au contraire, on leur intérêt. Tout dépend de ce que nous on cherche quand on cherche ces images. Tout dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche une image qui est réelle, qui correspond vraiment à ce que nous, on pourrait trouver avec des instruments à notre portée, il ne faudrait pas qu'on pense que les images comme les images à gauche sont des images justement réelles. Ouais. Mais du coup, est-ce que la faute, entre guillemets, elle vient pas du fait de ne pas avoir suffisamment communiqué sur ce qu'on montrait en mettant sur le même plan des images d'artistes, des photographies, des choses recolorisées? C'est vrai qu'on a peut-être qu'à un moment, on a oublié de le dire, ce qu'on était en train de montrer exactement. Tu parles dans ma présentation ou en général dans Ah la non, société? en général, en astronomie, j'ai l'impression que souvent on mélange les trois. Après, alors peut-être pas les astronomes, je sais pas, mais sans trop redire ce que c'est qu'une vue d'artiste, sans trop redire qu'est-ce qu'il y a derrière une image de Hubble qui a été recolorisée. C'est ce que tu as fait finalement là, Alors, en reprécisant tout ça. alors, je pense que pour les astronomes qui sont sérieux en tout cas, ou qui sont très rigoureux, on va dire, c'est des gens qui vont toujours préciser le matériel qu'ils utilisent et qui vont donner les images brutes et ensuite les images qui ont été retravaillées. Mais pour ça, il faut aller chercher un peu sur les sites un peu spécialisés. C'est pas, comment dire, ce genre d'information qui serait nécessaire normalement, ce genre d'information pour pouvoir distinguer des images brutes d'images modifiées. C'est pas le genre d'information qu'on va trouver quand on va chercher sur Google Images. Moi, je crois qu'il y a les images qui ont une source réelle. Par exemple, on peut mélanger des rayons X, des infrarouges, des images visibles, et les superposer. C'est très intéressant. Pour moi, c'est une image réelle. Bien sûr, elle a été composée, mais elle montre scientifiquement quelque chose. Si à l'espace, par exemple, il marque toujours image d'artiste lorsque c'est dessiné, tout le temps. Par contre, une image qui a été faite à partir des capteurs qui ont mixé plusieurs images vraies, ils ont balancé avec des couleurs. Pour moi, c'est des images vraies. Alors, effectivement, je peux admettre que les images qui ont été recolorées, comme celle de la nébuleuse d'Orion ici, on peut les considérer comme des images vraies. Je suis d'accord sur la nuance, que j'ai fait une nuance ici entre les deux qui est peut-être pas forcément légitime, mais si vous voulez considérer que ce genre d'image est vrai, oui, oui, vous avez le droit. Ça montre des détails qui existent réellement, quoi, c'est ça. C'est ça, et c'est aussi, et effectivement, donc, comme dit, on peut faire de l'imagerie, par exemple, alors, voilà, pour la nébuleuse de la bulle, par exemple, ici, le fait d'avoir des couleurs différentes, ça nous permet de voir des éléments différents. Et c'est le genre d'image qui peut être réutilisé par des chercheurs parce que certaines couleurs correspondent à certaines molécules chimiques qui sont présentes, qui émettent dans une certaine longueur d'onde. Donc, du coup, c'est des images qui peuvent avoir un intérêt scientifique. Oui, c'est ça. Normalement, les couleurs représentent 3 canaux différents qui ont été réellement pris par un capteur, quoi. Des longueurs d'onde différentes. Donc, effectivement, il y a une signification derrière. Tout à fait, tout à fait. Et tous les astrophotographes amateurs savent bien qu'une photo nocturne comme ça n'est pas une image brute. Elles sont toujours soit un empilement de prises de nombreuses images, hein, déjà au départ, et ensuite il y a un travail aussi de gestion des contrastes, etc., pour en faire une image aboutie, quoi. Tout à fait. Et c'est pas un fake. Moi, j'appelle pas ça un fake.
C'est pas fait pour tromper. Mmh. C'est fait pour arriver éventuellement à une œuvre artistique à partir de... voilà. Mais c'est pas fait pour tromper. Au contraire. C'est rarement fait pour tromper, même quand c'est dans les journaux grand public, Voilà. globalement. C'est fait pour illustrer, on pourrait dire, effectivement. Mais c'est vrai que les journaux grand public mélangent allègrement vue d'artiste et vue Oui. réelle, qu'elle soit recomposée ou pas. Il faut lire la légende, hein, c'est marqué dedans en général, mais bon, quelqu'un Voilà. qui lit l'article, le grand public lit pas la légende, ou du moins ne va pas se préoccuper de savoir ça, il va assimiler la vue d'artiste à la vraie vue. Bon, on a eu un exemple, c'est un astéroïde qui est passé, qui viendrait de l'extérieur du système solaire, qu'on appelait Umana, je ne sais pas quoi là. Et on a vu plein de dessins, parce qu'apparemment il était long. Donc il y a eu plein de dessins, et il y a un Américain qui a pris ça au sérieux, il affirme qu'il y a un vaisseau spatial extraterrestre. C'est moi. Bah, Uma. Moi, je sais plus. Oui, on a vu les dessins, mais bon, certains peut-être ont cru que c'était réel. Je me souviens avoir vu un truc encore plus tordu. C'était un chercheur, je crois, qui s'amusait à prendre des photographies de paysages un peu désertiques sur Terre et à les recolorer pour faire penser que c'était le paysage de Mars. Et du coup, la technique, les vidéos de ce traitement d'image étaient réutilisées par des gens pour montrer qu'on pouvait faire des fausses photographies de Mars et que du coup, Mars, on n'avait jamais, et que du coup, c'était un genre de justificatif pour montrer qu'on n'avait jamais été sur Mars. Oui, comme sur la Lune d'ailleurs. Comme sur la Lune, mais il y a toujours un moyen de manipuler des images pour leur faire dire n'importe quoi. Enfin, un des plus gros fakes qui circulent depuis bientôt 20 ans, c'est celui de la Lune aussi grosse de Mars aussi grosse que la Lune dans le ciel d'été, avec les montages photographiques qui vont avec. Ah oui. Ça, c'est un vrai fake. Qui est répandu par les médias? Qui est répandu chaque année. Chaque année, à l'approche de l'été, on commence à le voir apparaître. Hein. C'est un message viral qui vous annonce que le 27 juillet ou le 15 août, vous allez voir Mars aussi grosse que la pleine Lune. D'accord. Moi, j'avais entendu que chaque année, on a le phénomène de la superlune qui arrive et tu as tous les médias qui nous pétaradent que la Lune va être 14 fois plus grosse qu'à la normale, etc. Ouais, non, là, c'est la super Mars, hein, c'est pas pareil. Hein. Oui. Oui, ça doit être peut-être 14%, mais pas 14 fois. C'est la super Mars. Je l'ai encore reçu ce message il n'y a pas longtemps, là, justement. Bon, il est viral depuis le 2003 où Mars était au plus proche de la Terre. Ça a fait délirer un certain nombre de personnes qui ont annoncé qu'on allait le voir aussi gros que la pleine Lune. Et chaque année, ça revient maintenant. Mmh. Ah, celui-là, je suis surpris quand même. Je ne pensais pas qu'il l'oserait. Mars aussi gros que la Lune. Mais écoute, moi, c'est même un ancien du club Astro de la MJC qui m'a envoyé ça la semaine dernière. Hein. Oui, mais ça, on le voit ressortir de temps en temps, celui-là, malheureusement, effectivement. Chaque année, on y a droit. Il revient tous les étés. Je l'ai reçu la semaine dernière. Je reviens 2 minutes sur Oumuamua, le fameux astéroïde dont beaucoup de médias avaient parlé justement avec quelques notamment images d'artistes qui nous montraient quelque chose de la forme d'un cigare. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très très longtemps qui revenait sur les données observées et qui finalement était revenue sur l'hypothèse de quelque chose de très cylindrique. Et apparemment, ça serait plus quelque chose qui ressemblait à un disque. En fait, on avait initialement pensé que c'était quelque chose qui ressemblait à un cigare du fait des motifs observés au télescope. On voyait une luminosité assez variable. Et en fait, après simulation et calcul, on s'est rendu compte que ça avait, pour citer l'article, exactement les mêmes dimensions en termes de proportions qu'un biscuit Oreo. Et une des autres interrogations, c'était sur sa capacité à accélérer à travers le système solaire de la même manière qu'une comète, mais sans observer de queue, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient hurlé au vaisseau extraterrestre. Mais pareil, il y a une autre étude qui a démontré que c'était visiblement de l'évaporation d'une glace invisible, donc pas de la glace d'eau,
Et donc, pour le coup, c'était probablement pas une soucoupe volante, mais simplement un morceau de croûte d'exoplanète éjecté. Pour Oumuamua? Oui, pour Oumuamua. J'avais entendu autre chose. J'avais entendu un séminaire qui donnait une autre explication, mais c'est peut-être encore source de débat, Oumuamua. Je sais que le gros problème, c'est qu'il y a surtout un astrophysicien qui avait sorti un livre pour expliquer que ça pouvait être un vaisseau extraterrestre. C'est ça qui a donné une médiatisation énorme à ce problème. Oui, c'était je sais plus si c'était un Anglais ou un Américain, mais oui, il avait fait beaucoup de bruit et on sentait que c'était aussi pour vendre son bouquin. Oui, bien sûr. Puis, de ce que j'ai compris dans le livre, il restait quand même il disait si c'est le cas, si effectivement c'est le cas et tout. Il prenait pas beaucoup de risques. Après, ça, c'est un peu lié au problème des interprétations qu'on donne aux observations qui sont forcément lacunaires. On a cet astéroïde qui est passé dans le système solaire, on a pu l'observer que pendant un temps très court. On a pu en déduire des informations très limitées sur sa nature. Et donc, moins tu as d'informations sur un objet observé, et plus tu as de possibilités d'hypothèses pour en expliquer son origine. Parce que ce que voulait souligner surtout cet astrophysicien de renom d'ailleurs, en publiant son livre, c'est que quand on n'a pas suffisamment d'informations pour conclure, il faut en rejeter aucune. Même si on peut en tenir certaines pour très farfelues, comme le fait que ce soit un vaisseau spatial qui nous rende visite, bon, ça reste une hypothèse et pour invalider ou valider une hypothèse, il faut avancer des arguments et en l'occurrence, on n'avait pas suffisamment d'arguments pour invalider cette hypothèse. Donc, bon, en l'état de cause, on peut aussi la garder. Lui aussi, il ne peut pas prouver son affirmation. Donc exactement. Ça ne sert à rien. En fait. À affirmation sans preuve, on peut réfuter sans preuve aussi. Alors, il me semble que, par contre, pour Oumuamua, ils avaient eu le temps de faire des études, de détecter un peu la composition de l'astéroïde, je crois. Et ils avaient mis en avant qu'il y avait très peu d'éléments artificiels. Je ne me souviens plus précisément de quel élément ils cherchaient, mais en tout cas, ils ont montré qu'il y avait très, très peu d'éléments artificiels. Et donc, que c'était, de ce point de vue-là, très improbable que ce soit un vaisseau extraterrestre. Je ne sais pas quand ou à quel moment ils ont réussi à faire ces études-là, mais en tout cas, ils ont quand même réussi à étudier un peu l'astéroïde et du peu d'études qu'ils ont réussi à faire, l'hypothèse extraterrestre, c'est devenu quand même très improbable. Il voulait vraiment juste vendre son bouquin, globalement. Son bouquin parlait des extraterrestres à ce moment-là et ça lui faisait un bon prétexte. Le problème, c'est qu'il fait un peu, entre guillemets, argument d'autorité, puisqu'il est astrophysicien reconnu. Et donc, quand il affirme un truc, il y a beaucoup de gens qui le croient, malheureusement. Même si c'est sans preuve. C'est le problème d'amener sur le terrain médiatique des questions scientifiques. On le voit avec d'autres sujets aujourd'hui. Je vois pas de quoi tu veux parler. Du coup, il faut différencier le fait que dans la littérature scientifique, c'est complètement normal de ne pas forcément être d'accord, mais le débat reste argumenté et relativement posé. Alors que quand on amène ça sur la scène médiatique, c'est difficile parfois de faire preuve de subtilité. Et du coup, on en revient tout de suite avec des arguments massus et des simplifications du style « j'ai raison et t'as tort ». Bien, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de conclure ici. Alors, je vous mets dans l'onglet discussion des vraies informations. Je vous ai mis en lien les replays des différentes visios qui ont eu lieu, des différentes conférences de la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à les regarder. En tout cas, merci beaucoup, Germain, pour ta présentation. C'est toujours un plaisir de partager ça, ton savoir, ton diaporama, d'échanger avec toutes les personnes qui étaient présentes. J'espère qu'on se retrouvera bientôt tous pour de vrai au Club Astro, une soirée astro, une conférence astro
à se voir en vrai. En attendant, je vous ai mis dans l'onglet de discussion un deuxième lien avec un petit sondage, un petit questionnaire rapide à compléter afin d'évaluer un petit peu l'organisation de cette manifestation Printemps des planétariums. Et puis pour vous rappeler que demain, la prochaine conférence, ça sera avec Pierre Thomas, donc, qui est un géologue, et il va nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'il en est de l'eau dans notre système solaire, qui dit eau, dit vie, et voilà, qu'est-ce qu'on en pense et où est-ce qu'on en est dans la recherche actuelle de l'eau. Germain, un mot pour conclure? Merci à tous de m'avoir écouté et merci beaucoup pour cette discussion. Merci à toi. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. À la Merci, prochaine, tout le Germain. monde. À la prochaine. Ciao. Merci, bonne soirée. Salut. Bonne soirée, Bye. au revoir.